Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous présenter ma première capsule vidéo en direct de chez moi. Nous sommes le 10 avril, à la veille de Pâques, et j'espère que vous et toute votre famille allez bien et en santé. D'une durée d'environ 10 minutes, je vais essayer de faire le point sur la situation des marchés financiers, ainsi que nos prévisions qui prévaut actuellement. Donc, commençons par le petit vidéo, et puis un petit disclaimer qu'on appelle une décharge, qui dit que les opinions, endossements et recommandations exprimées dans cette vidéo ne reflètent pas nécessairement ceux de la financière Banque nationale. Bon, c'est de conformité. Au niveau de l'ordre du jour, on voit les 3 points que j'aimerais vous parler aujourd'hui sont une brève revue économique, les perspectives au niveau des marchés et nos recommandations. Commençons tout de suite par la performance des marchés au 31 mars. Si on regarde du côté gauche, le rendement année à jour, ce qui veut dire du 1er janvier à aller jusqu'au 31 mars, si on regarde dans la classe d'actifs au niveau des obligations, eh bien, malgré que vous aviez, si vous avez un portefeuille équilibré, la partie revenu fixe ou obligataire a été négative depuis le début de l'année. Donc, les obligations société, les obligations triple B, ce qui veut dire avec un risque un peu plus élevé, ou les actions privilégiées, ou même les hauts rendements, les high yield US, qu'on appelle. Donc, on voit que le rendement a oscillé entre moins 2,5 et moins 22,8. La seule classe d'actifs qui était positive dans cette partie, dans la partie obligataire, a été les obligations fédérales de longue durée. Malgré cela, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui avaient des obligations de plus de 10 ans dans son portefeuille, compte tenu que les taux d'intérêt étaient très, très faibles, et ça même avant la crise. On parlait des taux d'intérêt du gouvernement d'environ 1,7-1,8 pour 10 ans d'échéance. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'avec la crise, toutes les banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque du Canada, ont réduit fortement les taux d'intérêt, le taux directeur qu'on appelle, pour l'amener aux alentours d'un quart et même à 0%. Donc, les obligations fédérales de longue durée a donné justement quand même un rendement positif de 5,1%. Si on regarde dans la partie action, eh bien, on voit que année à jour, on parle d'un rendement au 31 mars entre moins 20 et moins 38%. Puis, on va voir tantôt que la baisse a été très, très rapide. Et puis, si on peut remarquer que les petites capitalisations, au niveau du Standard & Poor's TSX petite cap, eh bien, plus que les entreprises sont de petite taille, ils doivent se financer sur les marchés. Et puis, avec la crise qu'on connaît, on peut penser que ces entreprises-là vont avoir de la misère à trouver du financement après la crise et vont peut-être tomber en manque de liquidité. Donc, et puis un autre point que j'aimerais porter votre attention, on regarde au niveau du pétrole, le prix du baril de pétrole en dollars US a chuté de 66% suite à la crise, à la guerre entre les Russes et les pays producteurs de l'OPEP. Même au Canada, le prix du baril canadien, qui se négocie à un autre prix que le pétrole WTI qu'on appelle, eh bien, le prix du baril de pétrole canadien a atteint à la fin mars 4,50 US. Donc, il n'y a pas beaucoup de producteurs canadiens en Alberta qui vont réussir à générer des rendements intéressants avec un prix d'une commodité à ce prix-là. C'est presque impossible. On l'a vu, hein, le premier ministre de l'Alberta a dit que la croissance économique et l'économie de sa province va être en difficulté si le prix du baril de pétrole ne change pas. Là.
Un autre tableau que je veux vous parler, c'est au niveau du rendement annuel composé, mais sur une période beaucoup plus longue. Si on regarde sur une période d'environ 95 ans, OK, on voit que le rendement annuel composé était de plus de 10%. En regardant ça, on pourrait dire, wow, on a seulement à investir en actions américaines et attendre, et avec le temps, on va avoir un rendement très intéressant. Par contre, qu'est-ce qu'il faut voir? Si on regarde à droite, il y a eu quand même 9 années, OK, que le rendement était plus de 34%. Par contre, pour pouvoir bénéficier de ces années-là, il faut, il faut être capable de passer au travers des années qui sont en rouge du côté. Donc, dans des périodes OK, plus volatiles, plus difficiles comme qu'on vit actuellement, on peut, ça laisse présager que par la suite, on devrait connaître des années quand même importantes en termes de rendement, compte tenu de la baisse drastique au niveau des marchés actuels. Et puis, si on regarde par année, OK, sur une période d'environ 60 ans, on compte 34 années au cours desquelles un recul de plus de 10% de la bourse américaine, le Standard & Poor's 500, a été constaté. On voit qu'en 2008, écoutez, si vous étiez tout investi en actions américaines, eh bien, la baisse de votre portefeuille était d'environ en moyenne de 47%. Donc, oui, c'est beau les rendements, mais il faut tout le temps regarder au niveau de la diversification, au niveau des portefeuilles, pour essayer de lisser les rendements et de ne pas avoir des baisses drastiques comme ça et tout simplement lâcher lâcher le morceau et puis de liquider nos portefeuilles parce qu'on n'est plus capable de vivre avec une baisse aussi drastique. Donc, l'autre tableau, OK, démontre, ça c'est le rendement annuel. Si on regarde au-dessus de la ligne, on voit les rendements, OK, annuels, qui sont les bâtonnets en gris pâle les rendements du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on voit durant les 10 dernières années les rendements, puis on prend toujours par rapport à la bourse américaine, parce que c'est là qu'on a le plus de données, on voit que le rendement était quand même intéressant les 10 dernières années. Par contre, il a fallu justement passer au travers de l'année 2008, hein, avec une baisse de moins 47, moins 48. Et puis, j'aimerais porter votre attention plus à gauche, OK, vis-à-vis de l'année 1987, l'année du Black Monday qu'on appelle, le crash de octobre. Donc, on peut voir que on peut voir que si vous regardez votre portefeuille à tous les jours, OK, et puis puis quotidiennement, donc, ça veut dire qu'une journée durant l'année, vous allez frapper le point noir qui est en dessous de la ligne. En 1987, eh bien, la personne qui regardait son portefeuille quotidiennement, eh bien, une journée durant l'année, il faisait moins 34% cette journée-là. Et puis, c'est probablement, je peux vous le dire, à la mi-octobre, lors du crash d'octobre 1987. Et puis, mais l'autre investisseur, lui, qui ouvre son relevé de compte une fois par année, après le 31 décembre, eh bien, lui, durant l'année 1987, a fait en moyenne 2% de rendement. Donc, lui, il regarde ça et dit, bon, écoute, c'est quand même pas si pire. Donc, puis, le rendement n'est pas au-delà de nos attentes, mais à 2%, je suis bien content. Compte tenu de toutes les informations qu'il a entendu parler durant l'année, du crash d'octobre et de tout, et puis il regarde son portefeuille, puis il y a un rendement positif. Donc,
C'est pour ça que toutes les fois, on vous dit il faut avoir une perspective à long terme avec les rendements boursiers, avec les rendements financiers au niveau des portefeuilles. Si on regarde un peu plus près de nous, depuis 2008, plusieurs investisseurs d'entre vous ont vécu l'année 2008. Et puis, on voit que la période au niveau de la baisse était beaucoup plus longue que lors du COVID-19 qu'on vient de vivre. Parce que la baisse avait commencé au mois d'août 2008 et s'est terminée au mois de mars 2009. Puis on a vu, écoutez, il y a eu quand même là, des soubresauts. On n'a pas tout le temps baissé en ligne droite. OK? On a fait justement des up and down pour s'en aller à une baisse très, très forte, OK? Qui était à la mi-mars. Et puis, après ça, pour partir avec, sur des bases plus solides. On voit justement qu'il y a eu quand même octobre 2011, la crise de la dette européenne, avec principalement, je vais-tu dire, avec la Grèce. Et puis, il y a eu d'autres pays, justement, dont l'Italie, OK, dans lequel que la dette a été mise en doute. Puis, la Banque centrale européenne a quand même backé par la suite. Puis, après ça, bien, on a eu, en décembre 2018, la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine, plus la guerre commerciale de Trump avec plusieurs pays, dont le Canada, le Mexique et l'Europe, la Chine et tout. Donc, qui a fait baisser les marchés. On se rappelle du mois de octobre-novembre, aller jusqu'à la fin décembre 2018. En janvier, on a vu, oups, ça a reparti compte tenu que la Réserve fédérale américaine puis la Banque du Canada est revenue dans des taux plus faibles, ont réduit les taux d'intérêt et que la croissance économique était là. Et là arrive le COVID-19 vers la fin février et puis ça nous a touchés, nous, en Amérique du Nord, vraiment au mois de mars. Si on regarde le VIX, OK, ça c'est un graphique au niveau qui exprime un peu la peur au niveau des marchés. Puis, si on regarde le niveau qu'on a atteint lors du COVID, eh bien, c'est le même niveau qu'on a atteint lors du crash de 1929, lors de la Grande Dépression. Et puis, le Black Monday de 1987, dans lequel, en une journée, la bourse avait perdu 24% de valeur. Et puis, la crise financière de 2008, qui est suite à la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Donc, on voit que si vous avez eu des petites palpitations, c'est tout à fait normal parce que lors des trois autres crises précédentes au même niveau, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. La Grande Dépression, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vécu parmi nos investisseurs, mais le Black Monday peut-être un peu, mais la crise financière de 2008 a été quand même assez éprouvante. Si on regarde le rebond présentement au niveau des marchés, on voit qu'il y a eu des périodes passées avec les marchés reviennent. Des fois, ils ne reviennent pas en ligne droite. On a des soubresauts. Là, qu'est-ce qu'on voit actuellement au niveau des marchés? On voit une reprise. Certains diront que ça va être une reprise en V, ce qui veut dire qu'on voit la patte au niveau du graphique à droite, une patte qui remonte. Une reprise en V prendrait que la patte va s'en aller toucher les niveaux qu'on a atteints avant la crise, ce que je mets en doute. Nous, on opte un peu plus pour une reprise en W, ce qui veut dire qu'on va remonter à un niveau et puis pour par la suite aller
peut-être tester les bas que nous avons été testés dernièrement. Peut-être, peut-être pas, ce n'est pas un souhait, mais quand on regarde la reprise et puis les chiffres économiques, le chiffre et les résultats financiers au niveau des entreprises qui vont sortir vont être probablement à des niveaux très, très faibles, très négatifs. Plusieurs entreprises vont probablement en profiter pour passer des pertes qu'ils avaient cumulées des années passées. Ils vont sortir les cadavres du placard hein, pour pouvoir nettoyer leur bilan. Et puis pour pouvoir repartir sur des bases plus solides par la suite. C'est pour ça que nous autres, on opte probablement pour une reprise en W. Si on regarde le dollar canadien, eh bien le dollar canadien qui atteint 1,46 $, qui est environ le niveau hein, qu'on avait atteint en janvier 2016, qui était très rapide, eh bien, pourquoi que le dollar canadien a chuté fortement? C'est pas nécessairement le dollar, oui, le dollar canadien a chuté dû au prix du baril de pétrole et de la bataille au niveau de l'énergie hein, entre l'OPEP et la Russie. Ça, c'est un premier point. Mais le principal, c'est que au niveau du dollar américain, si on regarde au mois de mars, est arrivée une période dans laquelle que plusieurs investisseurs sur la planète ont essayé, ou des gouvernements ont essayé de se couvrir, de couvrir leurs réserves en dollars américains. Et à un moment donné, il y a comme manqué de devises américaines sur les marchés. Ça semble un peu plus en dehors de l'ordinaire, hein, mais extraordinaire, comment dire. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait exploser le dollar américain et toutes les devises en contrepartie ont chuté fortement, dont le dollar canadien. Si on regarde au niveau de la trajectoire, au niveau de la COVID, on voit qu'au niveau des pays, un peu comme l'Allemagne, l'Italie, la Corée, la Chine même, même le Canada avec notre cher docteur Horacio Arruda qui dit d'aplatir ou d'aplanir la courbe, eh bien, je pense qu'on est en bonne voie. Et puis, comme certains pays d'Europe le font actuellement, si on regarde les États-Unis, on pense qu'ils sont dans une vague là, de dépassement total à la Trump. Et puis, ils devraient, comme il essaie dans plusieurs domaines de gagner le championnat. Et je crois qu'il devrait passer à l'histoire pour les mauvaises raisons. Un graphique que j'aime bien parler, c'est au niveau du cycle des émotions. Hein? Vous savez, les marchés financiers, c'est un marché émotif. Quand on parle d'argent, c'est vrai que, écoutez, ça vient nous chercher. Et puis, à certains moments donnés, on peut voir justement que quand les marchés sont à la hausse, eh bien, on est excité, on est vraiment d'un optimisme, tu sais, puis tout le monde aimerait avoir beaucoup d'argent au niveau de la bourse. Puis quand on arrive dans une période comme ça, eh bien, tout le monde aimerait avoir beaucoup plus de sécurité parce que là, on vit de la peur, du désespoir, de la panique. Donc, là, présentement, on est vraiment dans la courbe descendante. Est-ce que nous sommes dans le bas? Bien, je pense qu'à la mi-mars, on a atteint un certain creux. Est-ce que nous allons, si on fait un W, aller retester ces creux-là? Peut-être. Ce n'est pas un souhait, mais c'est possible. Et puis, pour pouvoir repartir par la suite sur des bases beaucoup plus solides et repartir justement au niveau des marchés financiers là, vers une hausse ou une croissance là, qui va être soutenue.
Donc, mes conclusions, il va falloir composer avec l'inconnu du COVID. On ne le connaît pas, cette bébête-là. On commence à la comprendre un peu, mais je peux vous dire qu'elle est féroce. Puis, il va falloir regarder les impacts ou évaluer en tant que durée de cette crise, ainsi que la profondeur de l'impact que ça va avoir sur l'économie mondiale. On va regarder aussi est-ce que les dommages sont passagers ou permanents. Dans certains secteurs d'activité, probablement que les dommages peuvent être permanents. On regarde les marchés. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité? Il faut être patient. Les évaluations actuelles tiennent compte de certains optimistes et nous, on opte pour une reprise en W plus qu'une reprise en V là, vers des nouveaux cycles. Quelles sont les questions à vous poser en tant qu'investisseur? Eh bien, c'est de voir si votre situation personnelle ou professionnelle a changé depuis le début de la crise. Est-ce que vous anticipez des modifications importantes de vos habitudes d'achat? Et est-ce que vous allez modifier à court terme vos dépenses? Peut-être que vous, personnellement, non, mais peut-être que vous avez des proches ou des enfants dans une situation un peu plus précaire dans laquelle que vous allez vouloir aider. Si tel est le cas, j'aimerais ça que vous nous en parlez pour qu'on regarde par rapport à vos portefeuilles, par rapport aux sorties de fonds. Est-ce qu'on devrait modifier à ces niveaux-là à l'heure actuelle, au niveau des retraits? Et puis aussi, quelles sont vos inquiétudes à ce moment-ci au niveau des marchés? Et est-ce que vous anticipez des changements de vos objectifs de vie ou de retraite ou quoi que ce soit? Sinon, si vous n'avez pas de changement par rapport à ça, eh bien, il faut garder le cap. Il ne faut pas changer tout le modèle compte tenu de la crise. C'est pas le temps. Il faut vraiment là, conserver et on va passer au travers cette crise-là. Donc, en terminant, j'aimerais vous dire que Charles-Olivier, Isabelle et moi-même, on travaille en télétravail à partir de la maison, mais vous pouvez nous appeler à nos téléphones respectifs. Si vous avez quoi que ce soit, si vous voulez parler avec nous, regardez par rapport à vos portefeuilles, ça va nous faire plaisir. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à plus de 2 mètres, et passez du bon temps et au plaisir de se parler très bientôt.